Margot claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de leur immeuble barcelonais. « Mélanie, c'est fini. Je ne peux plus supporter tes mensonges, hurla-t-elle, les larmes aux yeux, avant de s'effondrer sur le sol en marbre froid. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était elle, Margot, qui portait le poids des trahisons, ses nuits volées avec d'autres femmes, semaine après semaine, dans les ruelles sombres de la Ciutat Vella. Barcelone, cette ville enivrante où le soleil caressait les façades gothiques et où la mer Méditerranée murmurait des secrets éternels, était devenue le théâtre de leur amour tourmenté. Margot et Mélanie s'étaient rencontrées 5 ans plus tôt, lors d'un festival de cinéma indépendant à Sitges, non loin de là. Margot, une photographe française expatriée, avait capturé Mélanie dans son objectif, une jeune architecte espagnole aux yeux noirs comme l'obsidienne, au sourire qui illuminait les nuits catalanes. Leur romance avait été fulgurante, un tourbillon de passion qui les avait menées à l'hôtel d'une petite chapelle sur la Costa Brava, où elles avaient échangé des vœux sous un ciel azur. Pourtant, derrière cette façade idyllique, Margot luttait contre ses démons. Issue d'une famille bourgeoise parisienne, élevée dans le rigorisme d'une éducation catholique, elle avait toujours porté en elle un vide abyssal, une soif inextinguible de nouveautés. Mélanie, avec sa stabilité, son amour inconditionnel, représentait l'encre, mais Margot aspirait à la tempête. Chaque semaine, elle s'éclipsait sous prétexte de reportages photos, pour se perdre dans les bras d'autres femmes, une danseuse flamenco aux courbes envoûtantes, une touriste italienne aux lèvres ardentes, une artiste de rue aux tatouages mystiques. Ces rencontres étaient des feux follets, des éclats de plaisir éphémères qui laissaient un goût amer, mais qu'elle ne pouvait résister. Un soir, alors que Mélanie préparait un dîner romantique des tapas aux saveurs de sa terre natale, avec du vin de Rioja, Margot rentra plus tard que prévu. Ses cheveux sentaient encore le parfum d'une inconnue, une odeur de jasmin qui n'était pas celle de leur foyer. Mélanie, intuitive comme toujours, fronça les sourcils. « Où étais-tu, chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais Margot détourna le regard, prétextant un retard au studio. Le mensonge glissa comme une lame, entaillant un peu plus leur lien. Les jours suivants, la tension s'accrut. Margot, rongée par la culpabilité, tenta de se rapprocher de Mélanie. Elles marchèrent main dans la main le long de la Rambla, où les artistes de rue peignaient des portraits vivants et où les touristes affluaient comme des vagues. « Je t'aime, tu sais », murmura Margot à l'oreille de sa femme, en l'embrassant tendrement sous un lampadaire. Mélanie sourit, mais ses yeux trahissaient un doute naissant. Elle avait remarqué les messages effacés sur le téléphone de Margot, les absences inexpliquées. Puis vint la disparition. Une de ses amantes régulières, une femme nommée Sophia, une serveuse d'un bar lesbien caché dans le quartier du Raval, ne répondit plus à ses appels. Sophia, avec ses 28 ans, ses cheveux roux flamboyants et son rire contagieux, avait été plus qu'une passade pour Margot. Elle s'était vue chaque jeudi, dans un petit hôtel discret près de la Plaza Royale. Sophia parlait peu de sa vie, mais ses yeux bleus racontaient des histoires de solitude. Un jour, elle avait confié à Margot un secret, elle fuyait un passé violent en Andalousie, un ex-mari possessif qui la traquait. Margot, inquiète, se rendit au bar. Le patron haussa les épaules. « Sophia ? Elle n'est pas venue depuis une semaine. » Disparue, comme ça. Le cœur de Margot se serra. Était-ce une coïncidence ? Ou quelque chose de plus sinistre ? Elle fouilla dans ses souvenirs, cherchant un indice. C'est alors qu'elle trouva, au fond de son sac photo, une enveloppe que Sophia lui avait glissée lors de leur dernière rencontre. À l'intérieur, une photo jaunie, Sophia enfant, aux côtés d'une femme qui ressemblait étrangement à Mélanie. Non, impossible. Margot secoua la tête, mais l'image la hantait. Elle rentra chez elle, le cœur battant. Mélanie était absente, partie rendre visite à sa famille à Madrid. Seule dans l'appartement, Margot examina la photo sous la lumière tamisée. La femme sur l'image avait les mêmes yeux noirs, le même menton fin. Était-ce une sœur ? Une cousine ? Le doute s'insinua comme un poison. Les nuits suivantes furent agitées. Margot erra dans les rues de Barcelone, de la Sagrada Familia illuminée à la plage de la Barceloneta où les vagues léchaient le sable. Elle repensait à ses trahisons, à la douleur qu'elle infligeait à Mélanie. Pourquoi ? Pour combler un vide que même l'amour ne pouvait remplir ?
Elle se surprit à pleurer, assise sur un banc face à la mer, les lumières de la ville dansant sur l'eau. Mélanie revint 2 jours plus tard, les bras chargés de cadeaux, une bouteille d'huile d'olive de sa région, un foulard en soie. « J'ai pensé à toi tout le temps », dit-elle en embrassant Margot. Mais celle-ci, obsédée par la photo, ne put se contenir. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle abruptement, en sortant l'image de sa poche. Mélanie blêmit. Ses mains tremblèrent en prenant la photo. « C'est ma mère », murmura-t-elle. « Et l'enfant ? C'est Sophia, ma demi-sœur. » Le monde de Margot s'effondra. Sophia était la sœur de Mélanie ? Comment avait-elle pu ignorer cela ? Sophia avait changé de nom, fuyant son passé, et Mélanie ne parlait jamais de cette partie de sa famille, marquée par la violence. La révélation frappa comme un orage. Margot avait trompé Mélanie avec sa propre sœur. La culpabilité la submergea, un torrent d'émotions, honte, regret, amour déchiré. Mélanie, les larmes coulant sur ses joues, recula. « Comment as-tu eu cette photo ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Margot avoua tout. Les rencontres hebdomadaires, les mensonges, Sophia. Mélanie écouta, le visage pâle, le cœur en miettes. « Je t'aimais tant, Margot. »« Pourquoi ?» sanglota-t-elle. Elles s'assirent sur le canapé, enlacées dans une étreinte douloureuse, tandis que la nuit barcelonaise enveloppait leur appartement. Mais la disparition de Sophia pesait encore. Où était-elle ? Margot, déterminée à réparer ses erreurs, proposa de la chercher ensemble. Mélanie hésita, mais accepta. Leur quête les mena dans les bas-fonds de la ville, interrogeant des amis, fouillant des bars. Elles découvrirent que Sophia avait été vue pour la dernière fois avec un homme suspect, probablement son ex-mari. La tension monta. Une nuit, alors qu'elles suivaient une piste dans une ruelle étroite du Bari gothique, elles entendirent un cri. C'était Sophia, aux prises avec un homme agressif. Margot se précipita, repoussant l'assaillant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Mélanie appela la police, et l'homme fut arrêté. Sophia, blessée mais vivante, fut emmenée à l'hôpital. Là, les 3 femmes se confrontèrent. Sophia avoua avoir reconnu Margot comme la femme de sa sœur lors de leur première rencontre, mais avait continué par vengeance, blessée par l'abandon familial. « Je voulais te faire souffrir comme j'ai souffert », dit-elle à Mélanie. Les émotions explosèrent, colère, pardon, amour fraternel retrouvé. Margot, au milieu de ce chaos, réalisa la profondeur de son amour pour Mélanie. « Je suis désolée, pour tout », murmura-t-elle. Le lendemain, à l'hôpital Sante Pau, un joyau moderniste de Barcelone avec ses dômes colorés et ses jardins sereins, Margot et Mélanie veillèrent sur Sophia. Les médecins avaient soigné ses ecchymoses, mais les blessures intérieures étaient plus profondes. Sophia, allongée sur son lit blanc, raconta son histoire, l'enfance marquée par la violence paternelle, la fuite vers le nord, la découverte de l'existence de Mélanie via des lettres volées. « Je t'ai haï au début, pour avoir eu la vie que je n'ai pas eue », confia-t-elle à sa demi-sœur. Mélanie, tenant la main de Sophia, pleura. « Je ne savais pas, maman m'a dit que tu étais partie avec ton père. » Elles parlèrent des heures, reconstruisant les fragments d'une famille brisée. Margot, en retrait, observait cette scène avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle avait été l'instrument de cette douleur, mais aussi le catalyseur de ses retrouvailles. De retour chez elle, l'appartement semblait différent. Les murs, autrefois témoins de mensonges, résonnaient maintenant d'une honnêteté brute. Mélanie et Margot s'assirent à la table de la cuisine, un verre de vin à la main. « Comment pouvons-nous avancer ?» demanda Mélanie, sa voix tremblante. Margot prit sa main. « En étant honnête. Je t'aime plus que tout, Mélanie. Ces aventures étaient des fuites, mais tu es mon refuge. » Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à s'aimer. Le corps de Mélanie contre le sien était un baume, un rappel de leur passion originelle. Au matin, elles décidèrent de consulter une thérapeute, une femme spécialisée dans les couples LGBT à Barcelone. Les sessions furent intenses. Margot explora ses peurs d'engagement, héritées de son éducation française rigide, tandis que Mélanie confronta sa propre insécurité, née d'une enfance sans sœur. Pendant ce temps, Sophia se rétablit.
Les trois femmes commencèrent à tisser des liens. Elles dînèrent ensemble dans un restaurant du Born, où les tapas fusionnaient saveurs espagnoles et influences françaises. Un clin d'œil à Margot. Sofia rit pour la première fois depuis longtemps, racontant des anecdotes drôles de sa vie nomade. Mélanie la serra dans ses bras, promettant de ne plus la laisser partir. Mais les ombres persistaient. Margot recevait encore des messages d'anciennes amantes, qu'elle supprimait aussitôt. Une soir, une femme nommée Isabella, une peintre qu'elle avait rencontrée des mois plus tôt, se présenta à leur porte. « Margot, pourquoi m'ignores-tu » demanda-t-elle, les yeux emplis de reproches. Mélanie, ouvrant la porte, comprit immédiatement. La jalousie et la douleur ressurgirent. Une dispute éclata. « Combien y en a-t-il eu » hurla Mélanie. Margot, tête baissée, avoua, « des dizaines. » Mélanie claqua la porte, partant errer dans les rues. Margot la suivit, la trouvant assise sur les marches de la cathédrale de Barcelone, sous la lune. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit Mélanie. Margot s'agenouilla. « Laisse-moi te prouver mon amour. » Chaque jour. Elles rentrèrent, enlacées, mais le chemin était semé d'embûches. Sofia, apprenant l'incident, intervint. « Vous méritez toutes les deux le bonheur. Ne laissez pas le passé vous détruire. » Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Elles voyagèrent à Madrid, pour rencontrer la mère de Mélanie et Sofia. La vieille femme, frêle mais résolue, pleura en revoyant sa fille perdue. « J'ai toujours prié pour ce moment, » dit-elle. Margot, témoin de cette réunion, sentit une chaleur humaine l'envahir. Le pouvoir du pardon, thème si cher à la littérature française qu'elle aimait tant, de Hugo à Camus. De retour à Barcelone, leur vie reprit un rythme nouveau. Margot abandonna ses escapades, se concentrant sur sa photographie, un projet sur les femmes de la ville, leurs histoires de résilience. Mélanie, inspirée, dessina des plans pour une maison commune, incluant une chambre pour Sofia. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Sofia, tombée amoureuse d'une infirmière à l'hôpital, confia à Margot son dilemme, rester ou partir avec elle à Séville. Margot, jalouse malgré elle un résidu de leur liaison passée, l'encouragea. « Suis ton cœur, comme je l'ai fait avec Mélanie. » Mélanie, apprenant cela, confronta Margot. « Tu ressens encore quelque chose pour elle ?» La réponse fut non, mais le doute plana. Une nuit d'orage, alors que la pluie battait les fenêtres, elles firent l'amour avec une intensité renouvelée, comme pour sceller leur engagement. Sofia partit finalement, mais promit de revenir souvent. Les adieux furent émouvants, sur la gare de Sens, où les trains filaient vers l'horizon. « Merci, Margot, pour m'avoir ramenée à ma sœur », dit Sofia en l'embrassant sur la joue. Seules à nouveau, Margot et Mélanie affrontèrent leur réalité. La thérapeute les aida à reconstruire la confiance. Margot écrivit une lettre à Mélanie, des mots poétiques inspirés de Baudelaire, « Ton amour est mon phare dans la nuit barcelonaise ». Leur relation évolua vers une profondeur inattendue. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur foyer reconstruit. Les promenades sur la plage devinrent des rituels, où elles parlaient de l'avenir, enfants, voyages, une vie partagée. Mais la vie réserve des surprises. Un jour, Margot reçut un appel, Sofia avait eu un accident mineur à Séville. Paniquées, elles prirent le train. À l'hôpital, Sofia allait bien, mais l'événement rappela la fragilité de la vie. « Nous sommes une famille maintenant », déclara Mélanie, tenant les mains de ces deux femmes. De retour, Margot organisa une exposition photo. Parmi les images, une de Mélanie et Sofia, riantes sous le soleil. Le vernissage fut un succès, et Mélanie, fière, embrassa sa femme publiquement. « Je t'aime, malgré tout. » Les mois passèrent, et Barcelone, avec ses fêtes comme la Mercè, devint le cadre de leur renaissance. Margot et Mélanie participèrent au défilé, main dans la main, entourées de feux d'artifice et de musique. Sofia, venue pour l'occasion, dansa avec elle, son amour pour l'infirmière florissant à distance. Pourtant, les cicatrices ne s'effaçaient pas entièrement. Margot luttait contre la tentation, croisant parfois d'anciennes amantes dans les rues animées. Une soir, lors d'une soirée au quartier gai de l'Eixample, une femme l'approcha. « Souviens-toi de moi » murmura-t-elle. Margot recula, appelant Mélanie. « Non, c'est fini. »
Mélanie, voyant la scène, sentit une pointe de trahison ressurgir. Elles rentrèrent en silence, le poids du passé pesant. « Seras-tu toujours tentée » demanda Mélanie dans l'obscurité de leur chambre. Margot, honnête, répondit « Peut-être, mais je choisis toi, chaque jour. » Cette vulnérabilité renforça leur lien. Elles lurent ensemble des livres français sur l'amour, comme « L'amant » de Duras, explorant les nuances du désir. Mélanie, pour sa part, confia ses propres doutes « J'ai peur de te perdre à nouveau. » Sophia, de retour pour Noël, apporta de la joie. Elles décorèrent l'appartement avec des lumières, cuisinant un mélange de plats français et espagnols, escargot et paella. Autour de la table, elles parlèrent de rêves. Sophia annonça sa grossesse, un don de sperme avec sa partenaire. « Vous serez tante » s'exclama-t-elle. La nouvelle apporta une lumière nouvelle. Margot et Mélanie décidèrent d'adopter. Le processus fut long, semé de bureaucratie espagnole, mais leur amour les porta. Elles visitèrent des orphelinats, touchées par les histoires des enfants. Un jour, lors d'une promenade au parc Güell, avec ses mosaïques chatoyantes, Margot s'agenouilla. « Épouse-moi à nouveau, Mélanie. » Avec Sophia comme témoin. Mélanie, émue, accepta. La cérémonie fut intime, sur une plage déserte de la Costa Brava, où tout avait commencé. Sophia, enceinte, rayonnait. « Vous m'avez sauvée, toutes les deux. » Mais le destin frappa, lors d'un contrôle médical, on découvrit une complication pour Sophia. Panique. Margot et Mélanie l'accompagnèrent à l'hôpital, veillant des nuits entières. Heureusement, tout se résolut. Le bébé naquit en bonne santé, une petite fille nommée Esperanza Espoir. Tenant l'enfant, Margot sentit une transformation, l'amour familial comblait enfin son vide. De retour à Barcelone, leur vie s'épanouit. Margot publia un livre de photos sur les familles queer, dédié à Mélanie et Sophia. Les critiques louèrent son humanité, son regard poétique sur les liens brisés et réparés. Mélanie, promue dans son cabinet d'architecture, dessina une extension pour leur appartement, incluant une nurserie. Elles adoptèrent une petite fille, Luna, âgée de 3 ans, aux yeux vifs comme ceux de Sophia. Les défis persistèrent, disputes sur l'éducation, jalousie mineure. Mais elle les surmontait avec communication et amour. Sophia visita souvent, sa famille grandissant. Un soir d'été, sur le toit de leur immeuble, dominant la ville scintillante, Margot et Mélanie s'enlacèrent. « Malgré les trahisons, nous sommes plus fortes » dit Mélanie. Margot acquiesça, embrassant sa femme sous les étoiles. La photo, celle qui avait tout révélé, trônait maintenant sur leur cheminée, symbole de vérité. Elle rappelait que l'amour, comme la vie, est fait de chute et de renaissance. Les années filèrent, et Barcelone continua d'être leur havre. Luna grandit, entourée d'amour, tante Sophia et sa partenaire, qui vivaient maintenant à proximité après un déménagement. Les fêtes de famille devinrent tradition, pique-nique au Montjuic, où les vues sur la mer inspiraient des rêves. Margot, à 40 ans, exposa internationalement. Ses photos capturaient l'essence humaine, des couples lesbiens dans les rues de Paris, des familles recomposées en Espagne. Mélanie, son pilier, l'accompagnait, leur amour un témoignage vivant. Pourtant, un nouveau choc survint. Sophia, diagnostiquée avec une maladie chronique, lutta. Margot et Mélanie la soutinrent, organisant des collectes pour ses traitements. « Nous sommes ensemble », répétait-elle. La maladie força Sophia à affronter son passé, elle contacta son père, pour clore le chapitre. Une rencontre émouvante à Grenade, où les ombres de l'Alhambra semblaient veiller. Le pardon vint, libérateur. Inspirées, Margot et Mélanie fondèrent une association pour femmes LGBT victimes de violences, aidant des dizaines. Leur histoire devint un exemple, de la trahison à la rédemption. Luna, adolescente, posa des questions sur leur passé. Elles racontèrent tout, avec honnêteté. L'amour n'est pas parfait, mais il guérit, dit Margot. Un jour, lors d'un voyage en France, à Paris, où Margot revisitait ses racines, elles renouvelèrent leurs vœux à la scène. Sophia, en rémission, était là avec sa famille. « Vous m'avez donné une seconde chance » dit-elle.
De retour en Espagne, leur vie était paisible. Margot photographiait Luna jouant au football sur la plage, Mélanie dessinant des plans pour des logements inclusifs. Le climax vint lors d'une crise, Mélanie découvrit un vieux message non effacé sur le téléphone de Margot. La confiance ébranlée, elle partit quelques jours chez Sofia. Margot, dévastée, écrivit un journal de ses sentiments, le lui envoyant. Mélanie revint, touchée. « Je te pardonne, car notre amour est plus grand. » Elles grandirent ensemble, plus unies. À la fin, assises sur un banc face à la mer, âgées maintenant, elles regardèrent le soleil se coucher. « Malgré tout, je choisirai encore cette vie avec toi, » murmura Mélanie. Margot sourit, tenant sa main. La photo, fanée mais précieuse, rappelait leur voyage, de la trahison à l'humanité profonde. Leur histoire, kitschée de drame et de romance, enseignait que l'amour, dans sa complexité, triomphe par le pardon et la croissance. Une fin humaine, où le bonheur naît des cendres.